Pendant 48 ans, l'homme le plus puissant d'Amérique n'a pas été celui qui occupait le bureau ovale. C'était l'homme qui détenait les clés de ses secrets. Ce n'est pas une histoire de justice. C'est l'histoire de comment un seul homme, armé de psychologie obscure, est devenu l'architecte de la peur. La philosophie de Hoover était simple. Personne n'est innocent. Il n'y a que des secrets qui n'ont pas encore été découverts. Son travail consistait à les découvrir. L'homme qui a transformé cet axiome en un empire de près d'un demi-siècle était J. Edgar Hoover. Et pour comprendre le prédateur, il faut d'abord comprendre le monde qu'il a créé. Hoover n'est pas né dans le vide. Il est né dans le Washington, D.C., de la fin du 19e siècle. Une ville de pouvoir bureaucratique, de façades puritaines et de secrets pourris. C'était un monde obsédé par la respectabilité. Et Hoover, dès sa jeunesse, était obsédé par la menace à cette respectabilité. Il était méthodique, réprimé, un archiviste de l'âme. Sa carrière n'a pas commencé au FBI tel que nous le connaissons. Il n'existait pas encore. Il a commencé comme un jeune employé ambitieux au département de la justice, juste au moment où le monde s'embrasait. La Première Guerre mondiale a laissé place aux paniques rouges. L'Amérique était terrifiée par des anarchistes, des communistes et des subversifs. Et là où la société voit la terreur, un homme comme Hoover voit une opportunité. Son patron, le procureur général A. Mitchell Palmer, était le visage public de la peur. Mais Hoover était dans le sous-sol, en train de construire la machine. On lui a confié la tâche d'organiser la division radicale. Et il l'a fait avec une efficacité effrayante. Pendant que Palmer faisait ses discours, Hoover construisait le système. Il a créé un catalogue de fiches. Un index méthodique qui a grandi pour contenir les noms de 450 000 Américains soupçonnés de pensée radicale. Ce fut sa première grande découverte. Le pouvoir ne réside pas dans les armes. Il réside dans les fichiers. Il réside dans la connaissance de qui parle avec qui croit en quoi, et surtout, à qui chacun a peur. Les raids Palmer furent son cas d'essai. Des milliers de personnes furent arrêtées lors de raids brutaux et souvent illégaux. Beaucoup d'entre elles expulsées. Ce fut une attaque massive contre les libertés civiles. Mais pour Hoover, ce fut un succès retentissant. Il a appris 2 leçons fondamentales. Première, la peur est la clé qui ouvre toutes les portes. Un public terrifié vous remettra volontairement ses libertés en échange de la promesse de sécurité. Deuxième, l'homme qui est au centre de l'attention, Palmer, est le premier à tomber. Palmer a été critiqué. Son ambition présidentielle s'est effondrée et il a été oublié. Hoover, le bureaucrate, l'organisateur des archives, a survécu. La leçon était claire. Le pouvoir réel ne réside pas sur le trône. Il se cache dans l'ombre derrière lui, contrôlant l'information. En 1924, ils lui ont confié le contrôle du bureau de recherche. Il était gangrené par la corruption, rempli d'agents incompétents, nommés par des faveurs politiques. Et ici, Hoover a révélé sa deuxième couche de psychologie sombre, l'obsession du contrôle pathologique comme arme bureaucratique. Il a lancé un nettoyage. Il a licencié des centaines d'agents, mais il ne les a pas remplacés par des penseurs indépendants. Il les a remplacés par des extensions de lui-même. Il a créé le moule de l'homme G. Il a exigé que ses agents soient comptables ou avocats. Il leur a interdit la moustache. Il dictait la tenue qu'ils devaient apporter. Costume sombre, chemise blanche impeccable. Il leur interdisait de boire en public. Ce n'était pas du professionnalisme. C'était la création d'une secte. Un homme qui peut contrôler les moindres détails de la vie de ses subordonnés, ce qu'ils portent, comment ils se coiffent, exerce un contrôle psychologique absolu. Il a créé une hiérarchie de prêtres célibataires dévoués, non pas à Dieu, mais au directeur. Les hommes G n'étaient pas des agents de la loi. Ils étaient les yeux et les oreilles personnels de Hoover. Leur loyauté n'était pas à la Constitution, elle était envers lui. Avec son armée de clones loyaux et son pouvoir bureaucratique croissant, Hoover commença à construire sa véritable œuvre maîtresse. Ce n'était pas le FBI que le public connaissait, celui qui poursuivait des gangsters comme John Dillinger. C'était la façade, la campagne de relations publiques
qu'il dirigeait lui-même avec maîtrise, devenant un héros national. Non. Sa véritable œuvre, sa véritable source de pouvoir, était en train d'être construite en secret, dans un bureau adjacent au sien. Il s'appelait les archives personnelles et confidentielles. Elles n'étaient pas gardées par le FBI, mais par sa secrétaire personnelle de toute une vie, la formidable Helen Gandy. Ces archives n'appartenaient pas au gouvernement des États-Unis. Elles appartenaient à J. Edgar Hoover. Et c'est ici que la méthode se perfectionne. Hoover a déployé ses agents, non seulement pour enquêter sur des crimes, mais aussi pour recueillir des péchés. Il a utilisé des black bag jobs, des perquisitions illégales, pour installer des micros. Il a autorisé des écoutes téléphoniques sans mandat. Il a recueilli des témoignages d'informateurs. Mais que cherchait-il? Il ne cherchait pas le voleur de banque. Il cherchait le sénateur qui avait une maîtresse. Il cherchait le congressiste endetté par le jeu. Il cherchait le juge avec une préférence sexuelle cachée. Il cherchait la figure publique en proie à des problèmes d'alcoolisme. Hoover a compris une vérité psychologique fondamentale qui l'a élevé au-dessus de tous les autres. Un politicien ne craint pas la prison. Il craint la honte. Il craint la destruction de son héritage. Il craint le regard dans les yeux de sa femme. Il craint le ridicule de la presse. Hoover n'appliquait pas la loi. Il recueillait les clés des cages morales de tous. Il est devenu le confesseur obscur de la nation, un dieu de l'Ancien Testament qui voyait tout, non pas pour pardonner, mais pour archiver. Cette collection de faiblesses humaines est devenue sa police d'assurance. Elle est devenue l'arme qu'il pointait, silencieusement, vers la tête de chaque figure de pouvoir à Washington. Et le premier homme à ressentir le froid de ce canon fut celui qui donna à Hoover son pouvoir quasi illimité. Le président Franklin D. Roosevelt. La relation entre Roosevelt et Hoover fut une danse du diable. FDR, maître de la manipulation politique, comprenait la valeur d'un homme comme Hoover. Avec le monde en marche vers la guerre, Roosevelt libéra son directeur du FBI. Il lui donna la permission verbale, annonçant bien sûr par écrit, d'espionner les subversifs, fascistes, communistes, tous ceux qui menaçaient l'effort de guerre. Hoover accepta la tâche avec enthousiasme. Mais c'est là que sa psychologie sombre se révéla. Hoover n'était pas le chien de chasse de Roosevelt, c'était un loup qui faisait semblant. Sa définition de subversif était flexible. Il commença à espionner non seulement les ennemis de Roosevelt, mais aussi ses critiques. Et, de manière plus audacieuse, il commença à espionner la première dame elle-même, Eleanor Roosevelt. Eleanor était une libérale, une défenseur des droits civiques, très à gauche de son mari. Pour l'esprit rigide et paranoïaque de Hoover, son idéalisme était indiscernable de la subversion communiste. Il la méprisait. Et ainsi, il accumula un dossier sur elle. Il enregistra ses réunions, ses conversations, ses amitiés. Et puis, il exécuta le coup de pouvoir. Il ne la fait pas chanter directement. C'était grossier. Il lui passait simplement des rapports à FDR pour sa sécurité, détaillant les activités de sa femme. Le message était implicite et double. Je suis utile, je peux te protéger de tes ennemis, et je sais tout, même sur ta propre maison. Tu ne peux pas te débarrasser de moi. FDR, le politicien pragmatique, comprenait le message. Il accepta le pacte faustien. Hoover était devenu indispensable. Le serviteur était devenu le partenaire silencieux. Mais le vrai pouvoir ne se prouve pas avec un président qui te soutient, mais avec celui qui te hait. En 1945, Roosevelt meurt. Harry Truman, un homme direct qui n'avait pas la sophistication de FDR, prend la présidence. Et Truman méprisait J. Edgar Hoover. Truman voyait Hoover pour ce qu'il était. Il voyait le danger d'une police secrète centralisée qui ne répondait à personne. Il voyait les échos de la Gestapo dans la structure du FBI. Il voulait créer une agence de renseignement centrale qui deviendrait la CIA, précisément pour lui retirer du pouvoir à Hoover. Truman écrivait dans ses journaux que le FBI pourrait devenir une menace dangereuse. Et pourtant, il n'a pas renvoyé Hoover. Pourquoi? Parce que lorsque Truman est arrivé à la Maison-Blanche, les archives personnelles étaient déjà un monstre mûr. Hoover détenait déjà les secrets, pas seulement ceux des alliés de Truman, mais aussi ceux de ses ennemis. Licencier Hoover
n'était pas une simple question administrative. C'était faire exploser une bombe d'information au cœur de Washington. C'était inviter le chaos. Hoover n'avait pas besoin de menacer. Le chantage était l'air qu'il respirait. Hoover avait survécu à son premier changement de régime. Il avait prouvé que son pouvoir était indépendant de la Maison-Blanche. Il était devenu une branche permanente et sombre du gouvernement. Avec son pouvoir consolidé à Washington, d'abord par la Seconde Guerre mondiale, puis par la paranoïa de la guerre froide et la chasse aux sorcières de McCarthy, à qui Hoover fournissait des informations, son attention se porta sur un nouveau type de subversif. Un ennemi qui, pour lui, était plus dangereux que n'importe quel espion soviétique. Cet ennemi ne menaçait pas le gouvernement avec des bombes. Il menaçait l'ordre social de Hoover avec des idées. L'ennemi était le docteur Martin Luther King Jr. L'obsession de Hoover pour King n'était pas politique. Elle était pathologique. King représentait tout ce que Hoover craignait et méprisait. Il était un leader charismatique de masse, tandis que Hoover était un bureaucrate de l'ombre. Il était un orateur puissant, tandis que Hoover bafouillait en public. Il était sexuellement déviant, selon la morale puritaine de Hoover. Un fait que Hoover trouvait répugnant et fascinant à la fois. Et, fondamentalement, c'était un homme noir qui exigeait le démantèlement de l'ordre social rigide que Hoover considérait comme sacré. Hoover a déclaré une guerre psychologique totale contre lui. Dans le cadre du programme de contre-espionnage connu sous le nom de COINTELPRO, Hoover a déchaîné toute la machinerie du FBI, non pas pour enquêter sur des crimes, mais pour détruire un homme. La campagne était méthodique. Tout d'abord, la surveillance. Les agents de Hoover ont placé des microphones dans les maisons de King, dans ses bureaux et, ce qui est le plus infâme, dans chaque chambre d'hôtel où il séjournait. Ils voulaient des preuves de ses liens communistes. Ils n'en ont trouvé aucune. Mais ils ont trouvé autre chose. Quelque chose qui, pour Hoover, était bien meilleur que la trahison. Le péché. Ils ont trouvé des preuves de ses infidélités conjugales. Et ici, l'objectif de la mission a changé. Elle est passée d'une enquête de sécurité nationale à la récolte de matériel pour les archives personnelles. Elle est devenue une croisade morale personnelle. Hoover, le gardien des secrets, était excité et dégoûté par ce qu'il entendait. Il a distribué les bandes à des journalistes amis, à des membres du Congrès, à la Maison-Blanche, espérant que quelqu'un les publierait et détruirait King. Personne ne l'a fait. La presse, à l'époque, avait ses limites. Ainsi, Hoover décida de prendre l'affaire en main. Et c'est ici qu'il est passé d'enquêteur obscur à prédateur psychologique actif. En novembre 1964, juste au moment où King était sur le point d'accepter le prix Nobel de la paix, le FBI a envoyé un colis anonyme à son domicile. C'est sa femme, Coretta Scott King, qui l'a ouvert. À l'intérieur, il y avait une bande audio, une compilation des rencontres adultères de King. Et il y avait une lettre. La lettre, écrite par un agent du FBI se faisant passer pour un fidèle noir désillusionné, était une œuvre maîtresse de psychologie obscure. Ce n'était pas une simple menace. C'était une tentative d'anéantissement de l'âme. Il appelait King une fraude colossale, méchant, un animal anormal et une bête. Il détaillait ses péchés. Et puis, il lui donnait un ordre. La lettre concluait « King, il ne te reste qu'une seule issue. Tu as 34 jours pour le faire. Tu es fini. Il n'y a qu'une seule sortie pour toi. Il vaudrait mieux que tu la prennes avant que ton moi sale, anormal et frauduleux ne soit exposé à la nation. » Le message était sans équivoque. Le FBI, l'agence de justice la plus puissante de la planète, tentait de faire chanter un citoyen américain pour qu'il se suicide. C'était Hoover dans sa forme la plus pure. Ce n'était pas la loi, ce n'était pas la justice. C'était l'utilisation du secret et de la honte comme une arme létale, pointée directement vers le cœur psychologique de son ennemi. King, bien sûr, ne s'est pas suicidé. Il a reconnu la lettre pour ce qu'elle était, un acte de désespoir d'un homme terrifié. Mais l'incident l'a profondément troublé. La guerre de Hoover contre King révèle le véritable but de sa machine. Les fichiers n'étaient pas pour l'histoire. Ils étaient pour la destruction. Mais quel genre d'esprit construit une telle machine? Quel genre d'homme s'obstine à condamner le péché des autres,
en cataloguant la faiblesse humaine avec la dévotion d'un moine fou. Pour comprendre le prédateur, nous devons, un instant, regarder dans son miroir. Et ce que nous trouvons est la clé de toute sa psychologie, la projection. Hoover était un homme de secret profond, à une époque où le secret et la réputation comptaient tout. Son obsession pathologique pour la déviation sexuelle avec l'homosexualité, qu'il appelait la lavande, et qu'il purgeait agressivement du gouvernement, était un acte massif de projection psychologique. L'homme qui traquait la déviation chez les autres était lui-même profondément dévié selon les standards brutaux de sa propre époque. Toute sa vie était une contradiction soigneusement gérée. Il était un célibataire endurci qui vivait avec sa mère jusqu'à sa mort. Son compagnon le plus proche, son ombre constante, était son adjoint, Clyde Tolson. Ils mangeaient ensemble tous les jours. Ils partaient en vacances ensemble chaque année. Ils s'asseyaient ensemble lors des courses de chevaux. Lorsque Hoover est mort, il a laissé tout son héritage à Tolson. Tolson est enterré à quelques mètres de la tombe de Hoover. Peu importe la nature précise de cette relation. Ce qui compte, c'est comment la vulnérabilité de cette relation dans les années 1950 a alimenté la machine. HRF. Hoover a compris le pouvoir de la honte sexuelle parce qu'il vivait lui-même sous son ombre. Sa croisade contre les autres était une guerre contre lui-même. Et ses dossiers personnels n'étaient pas seulement une arme offensive. Ils étaient le plus grand bouclier défensif jamais construit. En ayant le dossier des aventures de tous, des sénateurs aux stars de cinéma, il s'assurait que personne n'ose jamais ouvrir le dossier sur lui. Son pouvoir reposait sur la destruction mutuelle assurée. Il était la bombe à hydrogène des secrets. Et jamais ce pouvoir n'a été plus nécessaire et plus éprouvé que lorsque l'ancienne garde de Washington a laissé place à une nouvelle génération qu'il ne pouvait pas contrôler. Les Kennedy. L'arrivée de John F. Kennedy en 1961 a été un désastre pour Hoover. Les Kennedy étaient jeunes, charismatiques, libéraux et imprudents. Et pire encore, JFK a commis le seul acte que Hoover ne pouvait pas pardonner. Il a nommé son propre frère, Robert F. Kennedy, comme procureur général. Pour la première fois depuis des décennies, Hoover avait un chef, et Bobby Kennedy le détestait. RFK voyait Hoover comme un dinosaure raciste et obsédé par le communisme, ignorant la menace réelle. Le crime organisé, la mafia, quelque chose que Hoover niait fameusement exister. Bobby Kennedy tenta de forcer Hoover à la retraite d'office. Il tenta de lui retirer le pouvoir. Ce fut la plus grande erreur de calcul politique de sa vie. Il ne comprenait pas avec qui il avait affaire. Il ne comprenait pas que Hoover n'était pas un simple employé. Hoover ne contre-attaqua pas publiquement. Ce n'était pas son style. Il ouvrit simplement son arsenal. Il déchaîna ses agents sur l'administration Kennedy, et ce qu'ils trouvèrent fut l'arme ultime. La pièce maîtresse de sa collection de chantage. Le président John F. Kennedy était un addict sexuel compulsif. Hoover le savait. Il possédait des bandes. Il avait des rapports. Mais cela n'était qu'une honte. Hoover trouva quelque chose de bien pire. Il a trouvé une femme appelée Judith Campbell Exner. Exner était une beauté mondaine fréquentant Las Vegas, et elle était l'amante du président Kennedy. En même temps, elle était l'amante de Sam Giancana, le chef de la mafia de Chicago. Hoover avait maintenant un lien direct, prouvé et enregistré, qui reliait le bureau ovale au sommet du crime organisé. Ce n'était pas une simple infidélité. C'était un risque catastrophique pour la sécurité nationale. C'était le secret qui pouvait détruire l'administration Kennedy en une seule manchette. Et ici, nous voyons la psychologie sombre de Hoover dans toute sa splendeur. Il n'est pas allé à la presse. Il n'a pas menacé le président. Il a fait quelque chose de bien plus effrayant. Il lui a simplement envoyé un mémorandum d'information à son supérieur, le procureur général Robert Kennedy, détaillant les découvertes. Un rappel amical. Un simple rapport de situation. Le message implicite était aussi clair qu'un coup de feu dans l'obscurité. Je sais ce que ton frère a fait. Je sais que tu le sais. Laisse-moi en paix maintenant. Toute l'agression de Bobby Kennedy s'est arrêtée. Les tentatives de forcer la retraite de Hoover ont disparu. Le directeur avait gagné. Il avait domestiqué le camelot.
Il avait prouvé que peu importait qui siégeait sur le trône, l'homme avec les dossiers était le vrai roi. Lorsque Kennedy a été assassiné, Hoover a retrouvé toute son autonomie sous Lyndon B. Johnson, un politicien qu'il avait contrôlé pendant des années avec des informations sur ses propres scandales. Mais c'est l'arrivée de Richard Nixon en 1969 qui a créé la symbiose la plus sombre de l'histoire de la Maison-Blanche. Nixon et Hoover n'étaient pas adversaires. Ils étaient deux faces de la même pièce. Tous deux étaient paranoïaques. Tous deux étaient obsédés par les ennemis. Tous deux croyaient à la guerre sale. Ils étaient des âmes sœurs dans l'obscurité. Nixon ne voulait pas contrôler Hoover. Il voulait l'utiliser. Et Hoover était heureux de lui faire plaisir. Nixon encouragea les écoutes illégales, les black bag jobs et la surveillance des opposants politiques et des journalistes qui le critiquaient. La machine de Hoover fonctionnait à plein régime, maintenant avec la bénédiction présidentielle. Mais même Nixon, le maître de la conspiration, en avait peur. Leur relation était une destruction mutuelle assurée. Nixon voulait renvoyer le vieillissant Hoover, mais n'osait pas. Il savait que Hoover détenait des dossiers sur lui. Il savait que Hoover connaissait les secrets de ses propres affaires troubles. Ainsi, Hoover resta intouchable. Il survécut à Roosevelt par utilité. Il survécut à Truman par nécessité. Il survécut à Eisenhower par respect. Il survécut à Kennedy par chantage. Et il survécut à Nixon par peur mutuelle. Il était devenu une institution permanente, un monument en granit au centre de Washington. Il semblait immortel. Mais sous le mythe, il restait un homme. Et son pouvoir était lié à deux choses, sa vie et le coffre-fort en acier fermé à clé dans le bureau d'Ellen Gandhi. Il était devenu une institution permanente, un monument en granit au centre de Washington. Il semblait immortel, mais sous le mythe, il restait un homme. Et son pouvoir était lié à deux choses, sa vie et le coffre-fort en acier fermé à clé dans le bureau d'Ellen Gandhi. Le 2 mai 1972, l'impensable s'est produit. J. Edgar Hoover est mort. Le cœur de l'empereur secret, l'homme qui avait été une constante dans le pouvoir américain pendant 48 ans, s'est simplement arrêté. Pendant un instant, Washington a retenu son souffle. Le roi était mort. Et la seule question qui comptait était « Qui hériterait de la couronne ?» AFN. À la Maison-Blanche, Richard Nixon, l'homme qui avait été son complice et sa prisonnière, vit l'opportunité. Le monstre qui n'osait pas tuer était finalement tombé. La préoccupation immédiate de Nixon n'était pas le deuil pour la nation, c'était le contrôle de l'information. Nixon savait ce qu'il y avait dans le bureau de Hoover. Il savait que ces fichiers contenaient les secrets de sa propre administration. Et il savait qu'il ne pouvait, en aucune circonstance, tomber entre d'autres mains. Il donna l'ordre immédiatement. Envoya ses hommes, y compris le conseiller John Ehrlichman, au FBI. Sa mission, sceller le bureau de Hoover, s'emparer de tout, et, surtout, assurer les archives personnelles et confidentielles. Mais quand ils arrivèrent, il était déjà trop tard. Ils avaient sous-estimé la seule personne qui comprenait le vrai pouvoir de Hoover, la seule personne en qui il avait entièrement confiance pendant 54 ans. Sa secrétaire personnelle, Ellen Gandhi. Gandhi n'était pas une simple secrétaire. Elle était la gardienne des secrets, la grande prêtresse du culte de Hoover. Au moment où elle apprit la mort de son chef, elle comprit quel était sa dernière devoir. Ce n'était pas préserver son héritage pour l'histoire, c'était le protéger de l'histoire. Elle lança la purge. Pendant des heures, alors que le corps de Hoover était encore en train d'être découvert, Gandhi, une femme d'une efficacité incroyable et froide, commença à détruire systématiquement le cabinet en acier. Méthodiquement, elle alimenta les fichiers personnels dans un broyeur. L'histoire de près d'un demi-siècle de péché, de honte, de faiblesse et de chantage, transformée en confetti. Page après page, la police d'assurance de Hoover fut détruite. Elle ne l'a pas fait pour protéger les Kennedy, ni les présidents, ni la nation. Elle l'a fait pour protéger son chef. Son acte final de loyauté fut de détruire l'arme pour que personne d'autre ne puisse l'utiliser.
et pour que l'histoire ne connaisse jamais la véritable ampleur du pouvoir qu'il avait exercé. Les hommes de Nixon arrivèrent et trouvèrent un bureau scellé, mais une armoire vide. Ils étaient partis. Et cela nous laisse avec la vérité ultime de la psychologie obscure de J. Edgar Hoover. Son vrai pouvoir n'a jamais été dans les dossiers eux-mêmes. Il n'était pas dans le papier, ni dans les bandes, ni dans les photographies. Son pouvoir résidait dans la peur de ce que ces dossiers pourraient contenir. Il était le maître du chantage implicite. Il n'a jamais eu besoin de menacer ouvertement un président. Il n'a jamais eu besoin de filtrer la bande. Il lui suffisait de leur faire savoir, par un mémo informatif ou un appel téléphonique amical, qu'il savait. Son pouvoir était le silence dans la pièce. C'était la pause dans la conversation. C'était la connaissance partagée que la honte de chaque homme puissant était cataloguée, indexée et conservée à quelques pas de son bureau. Hoover est mort. Les dossiers ont été détruits. Mais la machine qu'il a construite, l'architecture de la surveillance totale, a survécu. L'idée que chaque citoyen est un suspect potentiel. La philosophie selon laquelle chaque secret doit être recueilli, chaque faiblesse cataloguée, chaque conversation enregistrée. Le système qu'il a créé, avec son obsession pour les données, son mépris de la vie privée et sa conviction que la fin justifie tous les moyens. Ce système est le système d'exploitation de l'état de surveillance moderne. L'homme est parti, mais son fantôme, sa méthode, demeure dans la machine.